Oh, come on. Oh, come on. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce matin pour les rencontres des entreprises mécènes en direct de l'Université catholique de Lille. Ce matin, nous allons vous emmener au cœur du campus de son projet, de ses lieux de vie, pour y découvrir ou redécouvrir toute sa richesse, sa diversité, sa dynamique, conforter les projets engagés, prendre soin de la planète, des autres, vivre une expérience de vie étudiante, des thèmes majeurs du nouveau projet. Notre université, une chance au cœur des transitions. Nous en parlerons avec ceux qui portent et impulsent ce nouveau projet et échangerons autour de ces questions avec Mégane Marsotto et ses invités. Je rappelle que cette émission est produite dans le parfait respect des règles sanitaires avec le contrôle du pass pour l'ensemble des intervenants et de la production. À mes côtés, Patrick Scoffler, président-recteur de l'Université catholique de Lille. Bonjour Patrick. Et Didier Payon, Didier, délégué général de la Fondation Lacato de Lille. Bonjour. Didier. Cette année marque le retour des rencontres des entreprises mécènes et pour cette première, vous avez choisi d'innover. Tout à fait. Que de temps s'est écoulé depuis notre dernier événement en mécène, c'est-à-dire juin 2019. Et c'est vrai que trop souvent, on nous dit il faut montrer ce que vous faites. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de montrer tous les projets sur lesquels nous avons continué à travailler, même pendant la crise sanitaire. Alors nous sommes installés ici au premier étage de l'hôtel académique, boulevard Vauban, dans les locaux du Media Lab. Et je tiens à préciser que c'est une émission faite complètement 100% maison, notamment avec les équipes de la Fondation, mais aussi avec toi, Julien, et toutes les équipes du Media Lab et du Master de journalisme de la faculté de lettres et sciences humaines. Alors Didier, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ce choix de nouveaux formats? Comme les entreprises, on a dû se réinventer dans notre relation, dans notre communication. Et c'est pour ça que ce format, on l'a voulu plus court, plus dynamique. On vient vers les personnes, vers nos mécènes, mais en même temps, on va plus voyager. On va aller sur des lieux sur lesquels nous n'avons pas forcément l'habitude d'aller. C'est l'occasion aussi, en fonction de vos attentes, des attentes des mécènes, en fonction de la satisfaction, pourquoi pas de faire des formats plus fréquents sur des thématiques spécifiques de l'Université catholique. Mais ça n'a pas vocation à se substituer à toutes les rencontres individuelles faites avec Patrick. Patrick s'investit toutes les semaines, environ 3 à 4 fois, avec des entreprises, mais aussi les rencontres avec Raphaël Soleil et France Sénave. Et ensuite, ça ne va pas empêcher le fait de réaliser le prochain petit déjeuner partenaire de juin 2022. D'une manière plus générale, Didier, qu'attendez-vous de ces rencontres? Comme je l'ai dit souvent, c'est l'occasion de la preuve par l'exemple. Montrer des projets qui sont des composantes du projet de Patrick Scoffler, notre université, une chance au cœur des transitions. Les témoignages, les projets que nous allons voir, on va voir que tout est lié, tout a du sens. Et on va voir aussi que le mécénat, c'est souvent un outil d'amorçage pour favoriser l'émergence de ces nouveaux projets. Et puis, au travers de ces témoignages, je veux que chaque personne qui nous regarde, chaque mécène, se rende un peu propriétaire de ce projet et se dise « c'est aussi un peu grâce à moi que j'ai contribué à ce projet ». Et c'est ça, c'est la fierté d'appartenance. Malheureusement, présenter des projets, c'est renoncer, c'est choisir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autres projets dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais ça donnera l'occasion de d'autres rencontres de ce type-là. Patrick, vous êtes entré en fonction il y a désormais 1 an, en plein cœur d'une crise sanitaire qui a profondément bousculé nos quotidiens et en ce qui concerne celui de l'université ce matin. Comment vous avez vécu cette année écoulée? Ça a été une année difficile. Je me rappelle septembre dernier avec l'émergence des premiers cas Covid à l'université. Ça a été une année où on a dû ajuster en permanence, se réinventer, s'adapter, gérer également les difficultés nombreuses des étudiants, les difficultés des équipes. Donc, premier terme, c'est vraiment une année difficile. Je le dis souvent à mes interlocuteurs, j'ai eu le sentiment de tout de suite sauter dans le grand bain. Et en même temps, ça a été une année passionnante parce que ça m'a permis directement de découvrir l'ampleur de l'université, la solidarité qui existe, la qualité des équipes et de l'activité. Et puis, Didier faisait référence aux rencontres des partenaires. C'est vrai que le temps nous a permis de rencontrer des partenaires, parfois d'ailleurs à distance, mais ça a été à chaque fois des belles rencontres et des beaux moments d'échange.
Depuis quelques semaines, Patrick, même si la crise est toujours présente, le campus a retrouvé de la vie avec le retour des étudiants. Quel est votre ressenti par rapport à cette nouvelle rentrée universitaire ? C'est un ressenti de joie. Joie de revoir des étudiants, des vrais étudiants. Joie qu'on ressent aussi de leur part, de se retrouver sur le campus, de se rencontrer, de pouvoir retrouver une vie normale. Et puis honnêtement, ça facilite également la mise en place de projets, la dynamique d'équipe. Donc on est très heureux de retrouver des modalités plus normales. Patrick, le premier thème développé ce matin, conforter les projets engagés. Pourquoi est-ce un axe majeur de votre mandat ? Tu faisais référence tout à l'heure au titre de mon mandat, Notre université, une chance au cœur des transitions. Et ça, c'est vraiment ma conviction, c'est que notre activité, la présence de l'université au cœur du territoire, elle est une chance pour l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des participants, les étudiants dont on parlait, les salariés, tous ceux qui portent le projet, les personnes âgées et les malades qui sont accueillis dans nos établissements, et puis plus largement pour les entreprises, pour notre territoire. Et ça, cette chance, elle est caractérisée par une très belle dynamique, une dynamique impulsée par mes prédécesseurs, par Pierre Georgini, par Thérèse Lebrun avant lui. Et c'est pas acquis. C'est-à-dire qu'il faut être attentif à ce que le moteur de cette dynamique, il reste bien actif. Et du coup, cette première orientation, conforter le positionnement de l'université, j'aurais pu l'intituler « Conforter la dynamique », s'assurer que cette dynamique, elle perdure et elle se développe. Justement, vous en parlez, Patrick. Quelles actions en lien avec vos prédécesseurs souhaitez-vous inscrire dans la continuité ? Alors, pour deux exemples, mais je pourrais en citer 1000. Il y a eu un très beau développement de la recherche et des activités de recherche qui ont été lancées au cours des dernières années. Et ça, il faut continuer à positionner l'université comme un acteur majeur de la recherche en éthique en particulier. C'est vraiment un point fort de notre université. La démarche Ecopos, la biennale d'invention de futurs souhaitables qu'on souhaite réaliser dans un an, en octobre 2022, sera un bel exemple de ça. Et puis le deuxième exemple, c'est la pédagogie, la réforme de la pédagogie. On a été assez précurseurs dans des pédagogies innovantes, des pédagogies personnalisées. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas s'arrêter. Il faut continuer à avancer sur ces réformes de la pédagogie. Et l'année que nous venons de connaître nous a permis d'explorer des nouveaux possibles en termes de pédagogie. Et quelle est la touche, Patrick Scoffler, dans ces projets qu'allez-vous modifier ou faire évoluer pendant votre mandature ? Alors, il y a peut-être deux pépites de caractéristiques fondamentales de notre université sur lesquelles je souhaite mettre l'accent. La première, c'est ce qu'on propose aux étudiants, que les années qu'ils passent dans nos établissements, sur notre campus, soient des années vraiment qui les marquent profondément. C'est l'axe de l'expérience de vie des étudiants, qu'en quittant l'université, ils aient le sentiment que les années qu'ils ont partagées avec nous les ont vraiment profondément marqués et profondément configurés comme des acteurs, des adultes libres, responsables, capables de faire des choix. Et puis la deuxième pépite, c'est le prendre soin. On est le seul acteur de soins en tant qu'université catholique à avoir des hôpitaux, des EHPAD. Mais je souhaite que cette vigilance, cette attention aux plus fragiles, elle soit un bien partagé par l'ensemble de la communauté, l'ensemble des établissements, un prendre soin du plus fragile, un prendre soin social d'une certaine manière, mais également un prendre soin plus large. D'ailleurs, le lapsus que tu as eu au départ, quand tu dis prendre soin de la planète, ça fait vraiment partie de ce prendre soin global. Merci Patrick.
Dans un instant, nous continuons d'échanger sur le sujet avec Mégane Marsotto, conforter les projets engagés. Cela se traduit concrètement et au quotidien à l'Université catholique de Lille. L'émission, c'est de contribuer à la transition du campus, écologique, énergétique, économique, sociétale. Ça se traduit par des bâtiments transformés pour en faire des démonstrateurs, qui sont donc des objets de recherche, voilà, parce qu'ils accueillent des chercheurs, qui sont aussi des objets pédagogiques. Ils donnent la possibilité à des étudiants de travailler sur des projets, des innovations et d'expérimenter eux-mêmes un certain nombre de leurs idées de manière à développer des compétences. Alors ici, on se trouve dans un atelier collaboratif de fabrication. C'est un espace équipé de 150 machines traditionnelles et puis aussi à commande numérique et qui vont vous permettre, une fois que vous avez été formé, de créer, concevoir, produire, imaginer des produits et des prototypes. L'université, une chance au cœur de la transition, nous affirme Patrick Sauffler. Tout ça, c'est au service de la formation des étudiants, formation dans les murs et formation en faisant, formation par l'expérience vécue dans des situations réelles. Le bâtiment Rhizome, par exemple, le démonstrateur, a fait l'objet d'une rénovation complète entre 2016 et 2018. Il est aussi producteur d'électricité avec une centrale photovoltaïque qui fait 1200 mètres carrés et qui lui permet d'autoconsommer son électricité, qui en plus alimente des bornes de recharge électrique qui sont autour du bâtiment et autour de l'hôtel académique. Et tout cela fait l'objet à la fois, vous le comprenez, de nouveaux services pour les usagers, mais aussi de programmes de recherche qui progressivement mettent en réseau les bâtiments de l'université et s'intéressent au flux énergétique, au pilotage de ce qu'on appelle ces réseaux électriques intelligents en prenant en compte, bien sûr, les usages des uns et des autres. Depuis toujours, l'université s'intéresse à tout ce qui est innovation. Et c'est vrai qu'ici, on pourrait dire qu'on est dans un tiers-lieu d'innovation, dans le sens où il se passe à côté des machines, du fait de rencontres improbables, pour reprendre un terme cher à notre ancien président-recteur, des échanges, des discussions qui font qu'à un moment, des artistes, des artisans, des designers, des étudiants vont concevoir ensemble des produits, voire même des services, et imaginer ces produits et services pour répondre à un besoin immédiat, souvent. Les grandes orientations du Tech Shop, c'est évidemment contribuer au projet éducatif global de l'étudiant, c'est intégrer la pédagogie par le faire dans certains cursus, mais c'est surtout proposer un dispositif aux écoles et aux facultés qui permettent à nos étudiants, à leurs étudiants, de travailler ensemble à la résolution de besoins, de problèmes, par la concrétisation et la fabrication de produits. C'est vraiment au service de l'homme et de la planète. Et enfin, évidemment, veiller à ce que le Tech Shop soit un levier fédératif. Je veux dire, on n'est pas là pour faire travailler plus tel ou tel étudiant. On a énormément de compétences déjà présentes au sein de l'université. Quand le Tech Shop parle d'intelligence collective, c'est travailler avec les équipes d'hémisphères pour fédérer au maximum l'ensemble des écoles et facultés de notre université. Merci Julien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, conforter les projets engagés à l'Université catholique de Lille, c'est aussi accompagner de jeunes entrepreneurs. Pour en échanger, Virginie Derame, responsable de l'incubateur Hémisphère. Bonjour Virginie. Bonjour. Et Baptiste Perru, tout juste diplômé de l'ICAM et en cours de création de la future entreprise Bopac. Bonjour Baptiste. Alors Virginie, l'incubateur Hémisphère, créé depuis maintenant 13 ans, il me semble, est installé au hangar créatif by Entreprises et Cité. Pourquoi rapprocher art et entrepreneuriat ? En fait, on a beaucoup de parallèles entre l'artiste et l'entrepreneur. Ils ont des postures qui sont très proches l'une de l'autre. Les deux sont persévérants, doivent travailler en réseau, sont sans cesse en train de prototyper et de créer de nouvelles œuvres. Et donc, il nous a paru intéressant de travailler sur ce parallèle et de s'inspirer des deux côtés et de créer, encore une fois, des fameuses rencontres improbables entre ces publics pour accompagner différemment les porteurs de projets et puis créer du lien entre ces deux mondes qui se parlent peu de manière générale. Baptiste, vous êtes l'un des entrepreneurs accompagnés par l'incubateur Hémisphère. Alors au départ, vous souhaitiez vous lancer dans le prêt-à-porter éco-conçu et votre sensibilité sur les questions environnementales finalement a complètement transformé votre projet. Alors qu'est-ce que c'est Bopac et où est-ce que vous en êtes ? Alors Bopac, c'est une entreprise de conception d'emballages réutilisables. Donc on a pour but de proposer une alternative aux emballages consommables dans les entreprises d'échelle particulière. Voilà.
Donc en fait, c'est une activité qui regroupe 4 activités majeures. Il y a la conception, donc on va concevoir un produit qui soit complètement adapté à un type d'entreprise ou à un type de produit transporté. Il y a une partie commercialisation, donc l'objectif c'est de faire des économies servicielles, donc de vendre plutôt la protection du produit sur un trajet que de vendre un produit en tant que tel. Ensuite, on a une partie qui est de l'accompagnement à la mise en place de cet emballage réutilisable, qui est une logique qui est un peu différente de l'emballage consommable. Et une dernière partie qui est de la maintenance et de la gestion de la fin de vie, pour faire en sorte que l'impact soit le plus positif possible. Et que vous a apporté l'incubateur Hémisphère depuis maintenant bientôt 1 an que vous êtes accompagné? Alors depuis 1 an, Bopac a beaucoup évolué. On a eu beaucoup de rebondissements, voire même des grosses chutes et des grosses remontées. Et l'incubateur Hémisphère est surtout là pour nous permettre de prendre du recul, pour nous permettre de nous poser des bonnes questions, y compris sur nous et sur le projet. Par exemple, pourquoi est-ce que je suis entrepreneur? Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai envie de faire ce projet et pas autre chose? Est-ce que mon projet est viable? Est-ce qu'il ne l'est pas? Aller plus rapidement à l'encontre du marché, aller plus rapidement à l'encontre de nos futurs clients. Un business qui n'a pas de clients, qui n'a personne qui l'achète, n'existe pas. Ce n'est pas un business. Et l'incubateur Hémisphère, par la personne de Virginie Deharme entre autres, c'est vraiment ce qui nous permet de continuer et de conceptualiser, de concrétiser notre entreprise. C'est en fait le meilleur moyen. Nous, on avait besoin d'un incubateur ou en tout cas d'une structure d'accompagnement qui nous suive après le diplôme ICAM. On a commencé avec Guillaume, qui est mon associé. On a commencé à construire Bopac au sein de l'ICAM, qui est mon ancienne école, qui est toujours mon école en fait finalement. Je suis alumni ICAM depuis le 18 septembre. Et donc on a conçu ça à l'intérieur de l'ICAM et on voulait un accompagnement qui nous suive après. Et grâce à l'incubateur Hémisphère, on est accompagné jusqu'à 2 ans après. Et ça, c'est vraiment une super chance parce qu'on peut concevoir nos bases ensemble grâce à l'incubateur Hémisphère et au cocon des porteurs de projets. Et donc vraiment aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement. Très bien, on comprend donc qu'il y a une idée de cocon, mais en même temps, sans la pression que peut-être vous pourriez avoir dans d'autres structures. Là, vous avez le temps aussi d'envisager les options. Alors, Virginie, en quoi le hangar créatif by Entreprises et Cités est-il un facilitateur justement pour un entrepreneur comme Baptiste ? C'est un magnifique lieu qui permet aux entrepreneurs de venir travailler dans un environnement professionnel, de croiser des gens qu'ils ne croiseraient pas forcément ailleurs. C'est aussi c'est le lieu de rassemblement. Alors c'est vrai que l'année dernière a été compliquée et on a dû travailler en distanciel, mais là on retrouve cet effet rassemblement, cet effet un peu QG qui permet de se retrouver, de partager entre porteurs de projets, comme le disait Baptiste, et on insiste beaucoup là-dessus sur la puissance de la communauté qui se crée autour des porteurs de projets. Beaucoup d'avancées de projets se passent en échangeant entre porteurs. Certains ont vécu les mêmes choses et peuvent partager leur expérience et partager leur réseau aussi. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nos porteurs de projets. Alors, il l'a dit, Baptiste, il est donc jeune diplômé de l'ICAM. D'où viennent les entrepreneurs que vous accompagnez? Puis combien y en a-t-il d'ailleurs? Alors, on a une 40aine de personnes qui sont accompagnées dans l'incubateur de manière générale chaque année. Ils viennent d'horizons très différents, des écoles de la Cato, des facultés et également hors de l'université catholique. On a des gens qui viennent être accompagnés chez nous pour bénéficier du réseau et de l'accompagnement et partager et rencontrer aussi des gens qui sont issus d'autres formations. C'est aussi très important de croiser les profils. Eh bien, merci beaucoup Virginie, merci Baptiste pour vos témoignages. Merci. Merci Mégane et merci à tous de nous suivre ce matin pour les rencontres des entreprises mécènes. Et justement, nos mécènes se sont eux aussi prêtés au jeu et ont souhaité témoigner que leur inspire la Cato et son projet Notre Université, une chance au cœur des transitions. Elle permet par sa palette de compétences et de ressources de proposer de véritables solutions et des expérimentations sur la plupart des transitions que nous avons à vivre, écologiques, économiques, sociétales ou éducatives. C'est un phare pour les jeunes qui font leurs études, mais également pour les entreprises du territoire et même
pour le grand public. Pour nous, c'est une université qui a plusieurs particularités. La première, elle dispense des formations d'excellence. Deuxième particularité, c'est une université qui a un socle très fort de valeurs, des valeurs que nous partageons, et c'est vraiment différenciant. Donc la Cato, c'est une véritable institution implantée sur le secteur de Lille, et au-delà de toutes les valeurs qu'elle véhicule, cette institution a véritablement su s'adapter à la transformation des entreprises et également se rapproche du monde de l'entreprise. Un très bel exemple concret est l'implantation de son école, la FGES, au sein de RA Technologies. On voit que le mot clé de transition, il est au cœur de la réflexion que l'on a dans un monde que l'on a envie de construire. Mais l'élément le plus important, c'est toute la réflexion, tout l'accompagnement à mener de cette transition d'un monde qui est plutôt orienté vers le passé, d'énormes défis que l'on a en ce moment, et accompagner notre société et notre collectif vers une transition, vers un monde qui est plus durable, plus soutenable, plus juste, plus écologique. Cette envie en fait de comprendre les transformations qui se passent dans la société, le socle qui fait que personne ne se perd, et cette inclusion, cet accueil pour que chacun trouve sa place. L'homme, tous les hommes se retrouvent et ne se perdent jamais avec cette envie de l'Université catholique de Lille d'aller de l'avant, de comprendre et d'engager. Son engagement personnel vis-à-vis des familles, vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis du monde économique. Et je trouve ça vraiment très fort de travailler ensemble. Donc évidemment, ça fait partie, nous, chez Dupont Restauration, de notre stratégie également. Je pense que c'est le rôle de tous les acteurs qui interviennent de façon générale dans l'écosystème d'accompagnement des étudiants, à la fois de s'adapter à ces transitions, mais aussi de pouvoir faire en sorte que les étudiants aient la chance de bénéficier de l'environnement le plus serein, le plus adapté pour réaliser leurs études, raison pour laquelle la SMENO s'engage dans cette dimension. J'ai été séduit par le triptyque formé autour d'abord de la volonté de travailler ensemble, ensuite de cette notion forte d'expérience de vie, et puis enfin par cette volonté de prendre soin des autres et de la société. C'est au global un projet extrêmement humaniste et dont nous sommes proches, nous qui sommes une banque coopérative régionale. Bonne matinée à tous, vous êtes en plein cœur des rencontres des entreprises mécènes en direct de l'Université catholique de Lille. Il est l'un des nouveaux visages de l'université, président-recteur délégué aux humanités et à la vie étudiante, le père Thierry Magnan. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous venez de Lyon, vous avez été pendant 8 ans recteur de l'UCLI, l'Université catholique de Lyon, vous êtes physicien et prêtre, un parcours riche et engagé. Voici 1 an que vous avez pris vos fonctions à l'Université catholique de Lille. Quel regard vous portez sur notre territoire ? Alors, ce qui me marque dans le Nord, c'est une belle alliance entre le développement économique et technologique, d'une part, et puis une forme de fraternité sociale, une amitié sociale, j'aime bien dire aussi. Et l'alliance entre ces deux dimensions me paraît particulièrement porteuse de sens pour nous et pour toute la région. Selon vous, Thierry, qu'est-ce qui caractérise la vie étudiante à la Cato ? Son dynamisme, je dirais. D'abord, il y en a beaucoup d'étudiants de tout horizon, 270 formations différentes, donc il y a une belle diversité. C'est aussi un campus qui continue de se développer et qui est déjà très beau. On parle de campus apprenant, ça a beaucoup de sens, bien sûr, dans les cursus académiques, mais aussi à l'intérieur de tout ce qui est proposé dans la vie associative. Il y a 300 associations étudiantes, notamment beaucoup d'entre elles sont dans l'engagement citoyen, le sens du service. Il y a aussi tout ce qui concerne les associations sportives, le développement culturel, artistique, on parle de campus créatif. Voilà, à travers l'apprentissage d'un métier, mais aussi à travers la fraternité finalement, qui se construit grâce notamment à la Fédération Cato, la Fédé Cato. Voilà, il y a une vie dynamique qui vient servir un peu tous les domaines, le corps, l'âme et l'esprit, comme on dit, avec une belle aumônerie étudiante, 600 jeunes qui l'animent. Oui, c'est un grand dynamisme et ça me plaît beaucoup. Thierry, vous qui êtes en charge des humanités, qu'est-ce que ce terme signifie pour vous ? Alors, on a parlé tout à l'heure de relever notre université une chance au cœur des transitions.
Comment on peut relever le défi d'une transition écologique, numérique, techno-économique, sociale. Bien sûr, il faut des compétences métiers que l'on peut acquérir dans les parcours, évidemment, des cursus académiques. Mais il faut aussi une colonne vertébrale humaine bien faite, je dirais, hein, et un sens de la responsabilité, comme Patrick le disait tout à l'heure, une capacité de prendre des décisions dans un monde complexe, apprendre à vivre et à travailler dans un monde complexe. Et il nous semble que du coup, pour acquérir tout cela, il y a besoin, à l'intérieur des cursus académiques, d'avoir des lieux où la culture générale, une culture de fond, des valeurs aussi fondamentales, et en particulier le service de la société, le service du plus petit, des valeurs spirituelles aussi qui permettent d'agir. Et il y a 3 grands axes que nous essayons de développer dans ce sens des humanités. L'éthique, on en a déjà parlé, l'éthique des futurs souhaitables. Voilà. Et comment on peut, de l'intérieur de l'apprentissage d'un futur médecin, d'un futur économiste, d'un futur ingénieur, d'un futur juriste, comment on peut acquérir des réflexes éthiques pour le bien commun, hein. Il y a aussi toutes ces grandes figures humanistes d'hier et d'aujourd'hui qui peuvent continuer de nous stimuler finalement pour construire une société juste où il fait bon vivre et solidaire, hein. Un Nelson Mandela, par exemple, il a rayonné de son temps, il a montré que la haine n'avait pas le dernier mot et qu'au contraire, le sens de la justice pouvait conduire toute une société. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et puis le 3e axe, qui est peut-être encore plus original, on a parlé de l'engagement citoyen dans la vie étudiante habituelle, c'est classique et c'est beau. On voudrait faire de la pédagogie, de l'apprentissage par le service, quelque chose à l'intérieur même des cursus académiques, pas simplement comme un à côté, hein. Je vous donne un exemple que l'on vit avec le quartier Vauban-Équerme, on commence de le vivre. Il y a une licence technologie et développement durable. Eh bien, avec les étudiants de cette licence et des experts, avec les gens du quartier, regardez le problème de la transition énergétique. Souvent, nos logements sont des passoires énergétiques. Comment on peut aider les gens du quartier qui sont souvent démunis par rapport à cela à améliorer cette énergie, cette question de l'énergie pour aller ensemble vers un zéro carbone, vers une neutralité carbone. Je pense que acquérir à l'intérieur d'un cursus académique ce sens du service où on va beaucoup découvrir, où on va pouvoir relire aussi, c'est une expérience de vie de travailler comme ça, c'est pas simplement acquérir des capacités intellectuelles, c'est les conjuguer avec des capacités d'écoute, de dialogue, d'animation avec des gens qui sont démunis, bref, rendre un service à des gens démunis, c'est une pédagogie d'apprentissage de la vie, de l'expérience de vie, et je pense que ça doit pouvoir nous marquer tous, et les étudiants en premier. Merci beaucoup Thierry Magnin. La vie étudiante, on continue d'en parler avec Mégane dans un instant, juste après ce focus sur l'expérience de vie à la Cato. À travers le mandat de Patrick Scoffler, l'engagement étudiant est mis en valeur. Il est donc dans le cœur de son programme. On essaie d'offrir à nos étudiants un écosystème favorable au développement de l'engagement, également aux prises d'initiative. Il y a un vrai engagement citoyen en fait qui est favorisé. On veut que nos étudiants trouvent au sein de l'Université catholique de Lille un écosystème favorable à leurs initiatives, au prendre soin de l'autre, prendre soin de la planète. L'association DOM, c'est une association qui vise à faciliter l'engagement des citoyens lillois à la fois dans des actions concrètes pour l'environnement et pour le social. L'idée c'était de fédérer à la fois des écoles qui sont dans le domaine de l'agriculture, du bâtiment, du digital, du commerce, du droit, pour essayer de d'ores et déjà travailler tous ensemble sur ces questions. Campus Market, c'est une association qui a pour but de faciliter la vie des étudiants, notamment à des moments forts en fait, de leur année, qui sont les emménagements et les déménagements. Donc on s'est rendu compte, nous, en étant étudiants ici sur le campus de la Cato, qu'il y avait que c'était assez galère entre guillemets pour un étudiant de pouvoir se meubler en début d'année et de pouvoir déménager facilement à la fin de sa scolarité. Et du coup, on a voulu créer une action qui pourrait à la fois aider les étudiants et leur permettre d'accéder à du mobilier pas cher et responsable.
On a un tissu associatif d'environ 300 associations. On a également régulièrement donc, des prix qui permettent de récompenser les initiatives étudiantes, notamment le prix de l'engagement étudiant, qui a lieu tous les ans et qui est financé par la Fondation. Sur la dernière édition, nous avons eu une douzaine d'associations qui ont été récompensées pour un montant d'environ 10 000 euros. L'université, elle nous a permis, grâce à un appel à projet qui s'appelle le prix de l'engagement étudiant, d'être financés. On a gagné un prix et ce prix-là nous permet aujourd'hui de pouvoir construire des maquettes de notre tiers-lieu, qui est le projet majeur de notre association. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on existe. On a pu faire grandir l'association, renforcer nos actions grâce au soutien de la Cato. Alors on a également le service learning. L'engagement prend tout son sens et est intégré directement dans le cours du professeur. Pendant la période Covid, donc, on a eu beaucoup d'initiatives étudiantes. On a eu un vrai élan de solidarité. L'Agorae, donc l'épicerie solidaire de la Fédération des étudiants, a beaucoup également œuvré envers nos étudiants. On a eu beaucoup de distributions alimentaires qui ont permis de créer du lien en fait, entre les étudiants malgré le fait qu'on n'était malheureusement pas tous sur place et les étudiants ont pu par moments se sentir un peu isolés. On a vraiment tout fait pour que ce lien ne soit pas rompu et que les étudiants donc, aient pu avoir quand même malgré tout ça une vraie entraide. Nous, on a commencé à travailler sur le DOM, on était en confinement. On était 12 personnes qui voulaient commencer à agir. En fait. On avait vraiment ce besoin de se dire au quotidien qu'est-ce que je peux faire, parce que c'est assez angoissant, surtout quand on est à l'école, on voit souvent quels vont être les impacts climatiques de demain. Aujourd'hui, le dôme géodésique est entièrement modélisé, il n'y a plus qu'à le construire et à trouver un lieu. Et si l'expérience de vie étudiante se développait aussi à travers un engagement citoyen, c'est le pari d'une initiative pédagogique originale, le bus de l'accès au droit. Pour en parler ce matin, nous accueillons Antoine Six, chargé de mission Plan Action Solidarité à la FLD. Bonjour Antoine. Et Zara Taouli, étudiante en master de droits humains, sécurité et développement. Bonjour Zara. Alors Antoine, qu'est-ce que le bus de l'accès au droit ? Alors, le bus de l'accès au droit, c'est une initiative qui a été mise en place entre l'Université catholique de Lille, la faculté de droit, et l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est une unité mobile d'accès au droit qui va à la rencontre des justiciables dans les communes et villages de l'agglomération lilloise. Beaucoup de personnes en fait, sont confrontées à des soucis juridiques, mais n'ont pas forcément le réflexe d'aller consulter ou d'aller dans des points d'accès au droit déjà en place. Et nous allons à leur rencontre afin de leur permettre de faire valoir leurs droits et d'obtenir des conseils par les avocats bénévoles qui se trouvent dans le bus. Et du coup, ces avocats bénévoles, qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Ce sont des avocats de l'Ordre des avocats de Lille. D'accord. Alors Zara, vous vous destinez justement au métier d'avocate. Que vous ont appris les permanences sur vous et sur votre futur métier, puisqu'en tant qu'étudiante, vous avez pu y assister? Ouais, alors au début, je n'étais pas du tout sûre de vouloir faire ça, d'exercer en tant qu'avocate. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que j'aimerais faire, mais en tout cas, ça me conforte dans l'idée de passer le concours d'avocat. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidée dans mes choix futurs. Et je suis très contente d'y avoir participé parce que c'est aussi un projet qui est très professionnalisant en tant qu'étudiant. Voilà. C'est vrai qu'Antoine, c'est ce qui fait particulièrement le caractère innovant de cette initiative, c'est d'y avoir assisté donc, des étudiants. Il y en a près de 200, je pense, qui sur cette année étudiante vont pouvoir y participer. Justement, donc, quel est le but, quelle est l'intention aussi d'associer ces étudiants à ces sessions d'accompagnement du grand public? L'intérêt de ce volet pédagogique du bus de l'accès au droit, c'est de permettre aux étudiants de non seulement devenir de bons techniciens de par leurs cours à la Cato, mais également de développer l'écoute, l'empathie et de savoir transformer un discours très factuel et concret des usagers en un discours juridique qui va pouvoir être utile aux personnes en besoin de conseils. Et alors justement, on parle aujourd'hui de service learning, c'est quelque chose qui est déjà revenu dans les échanges. L'idée donc consiste à combiner des apprentissages académiques, une expérience de terrain et un engagement citoyen. Alors pourquoi la fac de droit encourage-t-elle ses étudiants à s'engager ? Alors c'est un projet, donc, comme le disait le père Magnin à l'instant, ça fait partie du projet humaniste et philanthropique aussi de la formation.
Les étudiants vont, par exemple, nous allons aller bientôt, nous sommes en projet pour aller faire des permanences spéciales migrants à Calais. Donc on a rencontré les associations de terrain là-bas afin qu'elles puissent s'emparer de l'outil bus de l'accès au droit et ensuite pouvoir aller donner des consultations donc, concrètement à des migrants donc, de Calais. Des cas pratiques, des cas concrets vont être donnés aux étudiants afin qu'ils puissent exercer leur technique juridique sur des vrais cas pratiques et donner en même temps à la société. Eh bien justement, vous m'offrez une transition fantastique puisque donc Zara, votre master vous spécialisant dans les thématiques des droits humains, de la sécurité et du développement, ces sujets, ce type de public, c'est quelque chose qui va forcément vous sensibiliser, vous toucher particulièrement. Est-ce que concrètement, au niveau de votre promotion, vous pouvez m'indiquer comment le bus de l'accès au droit va vous permettre de travailler sur cette question du droit des étrangers ? Alors, par exemple, j'ai un exemple à vous donner. Tout récemment, on a eu l'opportunité de découvrir des cas très spécifiques qui nous ont été proposés par une avocate spécialisée en droit des étrangers. Donc, en fait, on sera répartis en petits groupes et on va vraiment travailler sur ces cas très spécifiques, sur des personnes qui soit souhaitent demander le droit d'asile ou alors qui veulent renouveler leur titre de séjour. Et en fait, le but, c'est vraiment de... Donc, les cas sont bien sûr anonymisés par l'avocate, mais c'est vraiment très intéressant parce qu'on va devoir essayer de faire le travail de l'avocate, c'est-à-dire vraiment voir quelle est la problématique qui se pose dans le cas, comment essayer d'y remédier. Et en fait, on aura suite à ça un retour de l'avocate pour voir si ce qu'on a fait a été bien fait ou non et ce qu'on aurait pu... modifié. Voilà. Eh bien, fantastique. Un grand merci Zara, merci Antoine également. Et pour en savoir plus sur le bus de l'accès au droit, rendez-vous sur busdelaccèsaudroit.fr. Merci beaucoup, Mégane Marsotto. Thierry, par rapport à tous ces témoignages d'étudiants passionnants, est-ce que tu as une réaction par rapport à ceci? On voit bien que ça les attire de conjuguer... Nous soutenons l'ACATO de manière historique. Nous avons en effet c'est intéressant pour eux de conjuguer à la fois acquisition de compétences métiers et une expérience de vie qui va les toucher dans tous les domaines de leur être. Et je me souviens d'une des étudiantes qui nous disait « Merci de nous permettre ça parce que ça nous permet d'incarner nos valeurs. » Incarner nos valeurs. C'est beau d'en avoir des valeurs, mais quand on peut les incarner dans le sens d'un service et d'un engagement citoyen à l'intérieur de son cursus académique, alors là, je pense que ça donne beaucoup d'ampleur à cette expérience de vie. Merci beaucoup Thierry Magnin, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce matin pour les rencontres des entreprises mécènes en direct de l'Université catholique de Lille. Et nous vous avons justement demandé pourquoi vous souteniez l'ACATO. Nous soutenons l'ACATO de manière historique. Nous avons en effet des valeurs fortes et communes, notamment la contribution au rayonnement économique de toute une région. Par ailleurs, il nous semble très important dans ces temps inédits de maintenir notre soutien et notre engagement auprès des étudiants. De cette notion forte d'expérience de vie, et puis enfin par cette volonté de prendre soin des autres et de la société. C'est au global un projet extrêmement humaniste et dont nous sommes proches, nous qui sommes une banque coopérative régionale. Je crois que ce qui nous relie, c'est également cette vocation d'utilité, une utilité aux jeunes générations, une utilité au territoire, une école ou un hôpital. Finalement, nous avons à cœur de soutenir ceux qui nous apporteront les clés de l'avenir de nos entreprises et plus généralement de l'avenir de notre société. Nous avons par exemple participé au financement du bâtiment à énergie positive du Rhizome dans le cadre du projet Life3, Rêve 3. Un partenariat fondé sur des valeurs communes et dont nous sommes heureux. Si la mutuelle Juste soutient l'ACATO, c'est tout simplement parce que nous partageons somme toute les mêmes valeurs. Les valeurs d'humanisme, les valeurs de solidarité, d'écoute, d'attention de l'autre. Évidemment, nous y sommes très attentifs. Une mutuelle ne peut pas être réduite à son simple rôle d'assureur. Elle participe aussi de l'accomplissement de l'individu et de la construction de son projet de vie. J'avais à cœur de créer une foncière sociétale depuis mon arrivée chez Roche du Bar en 2015. Donc on est évidemment très heureux de ce fonds de partage qui est un
un fonds novateur, premier fonds de partage ISR en France. Et ce fonds de partage qui permet aux investisseurs de donner du sens à leur investissement, puisqu'à la fois ils vont faire un investissement qui sera un investissement profitable avec un TRI objectivé qui est satisfaisant, et en même temps ils vont donner du sens à leur investissement via une donation temporaire d'usufruit, en donnant chaque année donc une partie de la performance de ce fonds à la Cato. 13 ans que BNP Paribas, que la fondation BNP Paribas est aux côtés de la Cato, aux côtés de ses étudiants, aux côtés du corps enseignant, aux côtés des projets qu'il porte, de réflexion, d'information, de diffusion du savoir, et sur tous les éléments qui sont propres à la Cato, BNP Paribas se retrouve en termes éthiques, en termes de projection dans le futur, en termes de solidarité. Ce sont des ADN que l'on a communs, et depuis de nombreuses années, BNP est aux côtés de la Cato. La crise sanitaire a résolument bouleversé nos quotidiens, et le prendre soin fait plus que jamais sens. Prendre soin de la planète, mais aussi prendre soin des autres, et notamment des étudiants. Et pour approfondir l'un des thèmes centraux du projet Notre Université, une chance au cœur des transitions, nous accueillons Thérèse Lebrun, président-recteur délégué au pôle santé sociale. Bonjour Thérèse. Bonjour Julien. Vous qui êtes au cœur du santé sociale de la Cato, comment vit-on cette période avec ce contexte si particulier ? Alors c'est différent dans 3 domaines. En matière de recherche, ça a permis de faire de nouveaux liens, de développer de nouvelles coopérations. Bien sûr, nous avons contribué à des essais cliniques autour du Covid grâce à nos hôpitaux, mais c'est aussi autour de la fin de vie et de l'accompagnement des personnes âgées, c'est aussi autour de l'impact de la télémédecine. En matière de formation, bien sûr, comme partout, développement du distanciel, des apprentissages et des nouvelles technologies. Et nos hôpitaux et nos EHPAD sont plein vent, bien sûr, pour prendre leur contribution dans la lutte contre cette pandémie. Et nous avons vraiment pris notre place dans les Hauts-de-France. Que représente la dimension santé sociale de la Cato ? Quelle photographie pourriez-vous nous en faire ? Alors, c'est tout frais dans mon esprit. Cet après-midi, nous avons un comité de direction santé sociale et nous y retrouverons tout aussi bien nos hôpitaux, 1000 lits, nos 5 EHPAD, 700 lits, mais également l'ensemble de nos établissements d'enseignement et de recherche. On est tous ensemble autour de la table. C'est une faculté de médecine et de maïeutique, une école de kinésithérapie, une école qui couvre l'ensemble des sciences paramédicales, un institut social pour former des assistants sociaux ou encore un institut de communication médicale ou des psychologues dans une fac de lettres et sciences humaines. Je n'oublie pas les labs d'innovation sociétale et puis également un institut qui porte 130 enfants qui ont des troubles du développement ou des troubles autistiques. Donc vous voyez, depuis le très jeune enfant jusqu'à la personne très âgée et sur l'ensemble des domaines, nous sommes véritablement présents et membres du laboratoire Ethics à travers le prendre soin, l'inclusion et toutes les questions que l'on appelle Care and Society, c'est le C et le S de Ethics. Selon vous, Thérèse Lebrun, quels sont les enjeux de demain ? Si nous avions du temps, on pourrait largement les développer, mais parmi les enjeux, on peut relever celui de l'allongement de l'espérance de vie et derrière cela, toutes les transitions que nous allons connaître au plan sociétal, au plan démographique, au plan intergénérationnel. Je prends une seule illustration, on parle beaucoup des personnes âgées, mais par exemple, tous les métiers autour des aidants sont des métiers qui vont se développer. Nous devons aussi former autour de tous les métiers du soin et de l'aide à la personne. C'est aussi le domaine où la digitalisation et les nouvelles technologies vont aider, mais à condition de ne pas nous éloigner de la proximité. Et je crois que l'ampleur des questions éthiques qui vont nous être proposées sont importantes. Ce qui fait que nous croisons le prendre soin, mais également l'inclusion et toutes les transitions. Nous nous retrouvons parfaitement, bien sûr, dans le projet de notre président-recteur et nous sommes très fans du travail ensemble. Merci beaucoup, Thérèse Lebrun. Merci, Julien. On continue d'échanger sur le sujet avec Mégane dans quelques minutes, juste après ce reportage sur le prendre soin. Comment cela se traduit-il au quotidien à la Cato ? L'unité d'apprentissage ensemble participe assez bien au projet du président recteur, l'université une chance au cœur des transitions, sur plusieurs axes. Il y a l'axe travailler ensemble, parce que je crois qu'on développe pas mal de projets fédératifs entre des établissements de la Cato qui n'avaient pas l'habitude d'innover ensemble. L'axe aussi où on cherche à penser et à développer
des projets innovants avec et par les étudiants. Et là, c'est donc le cœur même, l'esprit même de la démarche Living Lab. Et enfin, sur l'axe du prendre soin de notre société, là, la méthodologie Living Lab est basée sur la qualité du dialogue et ce qu'on appelle, nous, les techniques de facilitation du dialogue, mais aussi des modes d'agir ensemble pour mieux innover ensemble. C'est notre cœur de métier, le prendre soin. Dans la vision de Patrick, il y a le prendre soin des étudiants notamment, mais également le prendre soin des patients du GHICL, des résidents de nos EHPAD. Donc on élargit bien entendu cette notion à notre cœur de métier et ça on s'en réjouit puisque avec ces différentes missions d'enseignement, de recherche, nous avons cette mission également de soins qui est vraiment, comme je vous le disais, notre cœur de métier. La méthodo Living Lab est une méthodologie qui permet la transformation d'un écosystème par ses parties prenantes elles-mêmes. Par exemple, au Lab Moulins, le projet CASA, qui réunit 4 établissements de la Cato, Hall, tous les services étudiants dans l'aspect hébergement d'étudiants dans une résidence étudiante, l'école Espace Estis qui va valoriser l'expérience étudiante de projets d'étudiants investis, engagés dans leur quartier. Également Ferronvro qui est voisin, un établissement, l'EHPAD Saint-Antoine de Padoue, qui est voisin de la résidence étudiante, qui va chercher à développer des liens et des projets intergénérationnels avec les étudiants. Et puis bien sûr l'unité Ensemble qui va proposer la méthode Living Lab comme une méthode d'accompagnement de ces projets fédératifs, intergénérationnels et soutenir l'engagement étudiant dans leur quartier. Patrick découvre très clairement notre ensemble avec un métier qui est assez particulier puisque la mission de l'université et de l'Institut catholique de Lille en particulier est une mission académique alors que les établissements de santé ont avant tout une mission de soins, même si nous avons également une mission hospitalo-universitaire puisque nous sommes l'établissement support de notre faculté de médecine et de maïeutique. Donc on est un CHU privé et nous sommes le seul CHU privé de France puisque notre faculté de médecine est la seule faculté de médecine privée de France. Moi je pense aussi, je rejoins notre mission hospitalo-universitaire, c'est le prendre soin de tous les étudiants, des internes que nous accueillons. Et une notion qui me paraît essentielle, c'est le prendre soin aussi de nos salariés, qui est extrêmement importante parce qu'on a une responsabilité sociale dans le domaine. Prendre soin, voilà qui fait partie de l'ADN de notre université. Pour le démontrer, nous recevons à présent Cyril Hénon, directeur de Hall, l'association de tous les services à la vie étudiante. Bonjour Cyril. Bonjour. Et Marc-Aurélien Boulver, étudiant et président de la FEDE, Fédération des étudiants. Bonjour Marc-Aurélien. Bonjour. Alors Cyril, qu'est-ce que l'association Hall et que propose-t-elle ? Alors Hall, comme son nom l'indique, tu as dit tout à l'heure, tous les services à la vie étudiante. C'est une association qui regroupe 5 métiers de logement, donc les résidences universitaires pour les étudiants, de la restauration avec des restaurants universitaires, de sport avec un volet pédagogique et un volet loisirs, et de santé avec le CPSU, on en a vu quelques images tout à l'heure, et puis également du coup la solidarité avec l'accompagnement et l'administration d'un fonds de solidarité pour venir en aide aux étudiants qui rencontreraient des petits soucis pendant leur cursus universitaire. Alors c'est une association qui a une longue histoire. Dans quelle mesure est-ce qu'elle fait partie justement du bien commun de l'université ? Elle a plus de 90 ans, cette association. Elle a été fondée par et avec les étudiants en fait il y a 90 ans pour au départ vraiment apporter les premières pierres en fait finalement à cette vie étudiante sur le campus de l'université catholique. Et au fil du temps, en fait, celle-ci s'est construite avec la volonté de se professionnaliser et d'apporter pour chacun des métiers, comme on l'a dit tout à l'heure, donc de l'association, plus de professionnalisme et vraiment faire partie du coup du bien commun puisqu'elle s'adresse à l'ensemble des étudiants de chacun des établissements de l'Université catholique de Lille. Alors la crise sanitaire a mis en lumière la fragilité de certains étudiants. Comment la solidarité s'est-elle mise en place pour leur venir en aide ? Et c'est une question qui sera posée forcément à vous deux.
Ça a été tout naturel en fait parce que on était au contact au travers des résidences, on était au contact des étudiants au travers du CPSU, on était au contact au travers de la restauration et puis tout s'est arrêté en fait un matin. On avait nos frigos qui étaient remplis en fait de denrées alimentaires et c'est venu en fait vraiment de manière complètement naturelle de dire on va faire don en fait de ces matières premières, de ces denrées alimentaires. On s'est d'abord adressé à nos résidences, puis après on a dit les étudiants qui sont restés sur le campus, il fallait absolument aussi s'en occuper plus largement. Et donc on a mis en place ce marché solidaire. On l'a mis en place nous avec nos équipes, mais on a eu beaucoup en fait, d'accompagnement des entreprises mécènes qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait des dons et qui nous ont permis effectivement de vraiment apporter quelque chose de qualitatif pour les étudiants qui étaient présents sur le campus. Mais c'est vrai aussi du coup au travers du CPSU. On a eu des dons de matériel pour pouvoir faire en fait, finalement des consultations, par exemple médicales en fait, à distance, médicales mais aussi psychologiques, puisque c'était quand même un sujet extrêmement important. Beaucoup d'étudiants aussi sont restés à nos côtés pour aller faire du porte-à-porte et aller se rendre compte effectivement dans les résidences, savoir si les étudiants se portaient bien, s'ils allaient bien, s'il y avait le moindre problème, est-ce qu'on pouvait les aider. Voilà, on est resté vraiment très en contact avec eux. Et justement, Marc-Aurélien, au niveau de la Fédé et de l'épicerie solidaire, vous avez aussi cette forte dimension solidaire. Alors parlez-nous un petit peu de l'Agorae, puisque c'est son nom. Bien sûr. Alors l'Agorae, épicerie solidaire, donc portée par les étudiants de la Fédération et par de nombreux bénévoles. Voilà, c'est une épicerie où tous les produits sont vendus à moins 90% du prix. Donc ça fait quand même une sacrée offre. Voilà, on accueille de nombreux étudiants sur conditions de ressources, mais donc pour aider les étudiants qui sont dans une grande précarité, mais aussi les étudiants qui ont un peu de mal à finir leur fin de mois. C'est vrai que pendant la crise sanitaire, ça s'est développé très très rapidement. Au début, on était un peu dépassé et puis on s'est organisé. On a également effectué quelques distributions. On a triplé notre nombre d'étudiants bénéficiaires. Et c'est vrai que quand on annonçait en fait des distributions alimentaires, on se rendait compte du nombre d'étudiants qui venaient et c'était très très impressionnant. Mais on a su s'adapter et répondre à ce besoin. Et ça a des conséquences aujourd'hui puisque vous avez un plus grand nombre d'inscrits cette année par rapport à l'année dernière. Donc, entre guillemets, coup de com', mise en visibilité, ça souligne aussi un besoin, une nécessité au niveau des étudiants. On peut avoir cette représentation de l'étudiant de l'université qui n'est pas forcément en difficulté. C'est une représentation. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans la difficulté. Tout à fait. Il y a toujours eu des étudiants dans la difficulté. La crise sanitaire a accentué cette précarité avec la perte de jobs étudiants, de nombreux jobs. Voilà, ça a eu pour effet que les étudiants avaient du mal à boucler leur fin de mois. Donc on a eu des étudiants dans la précarité qui l'étaient encore plus et d'autres qui découvraient cette précarité. Mais on a su les aider également. Et en effet, pour donner quelques chiffres, on est à 145 inscrits en 3 semaines. Sur 190 inscrits sur l'entièreté de l'an passé. Oui. Donc on va avoir un petit peu de boulot. Et alors, petite question encore, au-delà de la démarche solidaire, on l'a compris pour les plus précaires, et expérientielle aussi pour les bénévoles, puisqu'il y a toute une gestion, il y a un travail logistique, il y a toute une mise en réseau et une organisation qui est mise en place par vous. Comment est-ce que la Fédé permet-elle aussi de bâtir un pont entre la communauté des étudiants et l'institution université ? Alors le pont il est simple, déjà on ne pourrait pas faire tout ça sans l'université. On a quand même un soutien très très important de la part de la Fondation et de l'université. Mais c'est vrai que tous nos étudiants bénévoles reçoivent aussi quelque chose en donnant de leur temps, pour les distributions, mais aussi pour la gestion, pour les commandes, pour aller chercher les produits, pour les mettre en rayon. Et c'est vrai que ça crée une équipe assez sympa et on vit de belles choses. Et forcément, vous êtes aux premières loges pour recueillir aussi le sentiment global des étudiants que vous pouvez ensuite remonter à l'université qui s'en saisit. Eh bien, merci beaucoup Cyril, merci Aurélien. Je précise que l'on peut suivre les activités à la fois de la Fédé et de l'association Hall sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook et Instagram. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Mégane Marsotto. Thérèse, on connaît ton sens légendaire de la synthèse. Comment, par rapport à ces témoignages et ces reportages, comment tu résumerais ces quelques interventions? Je notais quelques mots-clés en écoutant les uns et les autres, et c'est passionnant même quand on connaît son université. Les mots-clés qui me venaient, c'était innovation, humanité, expérience, créativité et agilité. Et ceci aussi bien pour des étudiants que pour des patients, que pour des résidents ou les jeunes enfants que nous prenons en charge. Et finalement, c'était de faire ensemble chance et d'être ensemble chance au cœur des transitions. Merci Thérèse Lebrun. Les rencontres des entreprises mécènes, c'est en direct de l'Université catholique de Lille et nos mécènes témoignent. Nous les avons interrogés sur les enjeux dans leurs entreprises. Rocket doit répondre aux nouveaux besoins des femmes et des hommes en matière d'alimentation et de santé. En tant que pionniers des protéines végétales, nous avons un rôle essentiel dans cette nouvelle révolution alimentaire. Le cœur de notre activité, c'est la mobilité. La mobilité d'aujourd'hui et la mobilité de demain. Une mobilité qu'on veut inclusive, une mobilité avec des nouveaux usages, une mobilité avec moins de propriétés, une mobilité plus raisonnée, plus sélective. Nous sommes aussi en train de digitaliser notre entreprise et nous voulons offrir à tous nos clients un parcours de même qualité, que ce soit un parcours digital ou un parcours présentiel. Il s'agit de saisir les opportunités de la transition numérique, de faire évoluer nos prestations pour le domaine de la prise en compte des enjeux environnementaux et du développement durable, toujours le sens pour être plus attractif pour les collaborateurs de manière à ce qu'ils aient envie de poursuivre toute leur carrière dans nos entreprises et ainsi pérenniser les compétences. Alors ces environnements, ils sont nombreux. Je pense à l'innovation technologique où nous avons noué un partenariat avec Junia pour développer une machine nous permettant d'arrêter les produits chimiques dans nos prestations de ménage, mais également un impact en termes d'innovation sociale avec du mécénat de compétences, de l'innovation écologique avec des panneaux solaires, des véhicules électriques, bref, des nombreuses transitions. La transition écologique, l'éco-conception des bâtiments, l'utilisation de nouveaux matériaux, également des méthodes industrialisées pour produire mieux, pour produire plus vite, pour produire à la satisfaction de nos clients. On pense notamment bien sûr à la construction bas carbone. Tout ça fait appel à des nouvelles méthodes, notamment digitales et industrialisées comme je le disais. Alors tout cela nécessite de nouvelles compétences et nous comptons fortement sur l'Université catholique pour former justement les jeunes et créer ces nouvelles compétences avec nous. Le premier, c'est un enjeu de transition digitale. C'est de réaliser à quel point la place du digital, de l'informatique, de l'intelligence artificielle et de la robotique sera prépondérante demain. Elle est déjà aujourd'hui. En 2 ans de temps, on vient de passer de 6% de nos ventes en ligne à 70% sur le marché individuel, donc c'est très prégnant. Et puis un deuxième plot qui arrive à vitesse grand V, qui est celui de la responsabilité sociale et environnementale. C'est notre statut d'entreprise à mission qui est un engagement fort pour nos clients et nos collaborateurs. Nous avons la chance d'exercer un métier qui est au cœur des préoccupations politiques et environnementales actuelles. Un autre enjeu également concerne la digitalisation. Et là, c'est une véritable révolution qui est en train de se produire, qui nous oblige à adapter nos organisations, à adapter nos compétences. Et je le répète, c'est un vrai enjeu et c'est une révolution à laquelle notre entreprise doit faire face. Merci d'être avec nous pour les rencontres des entreprises mécènes. Patrick Scoffler, très simplement, c'est quoi pour vous le mécénat ? Le mécénat, pour moi, c'est la manifestation, l'expression d'un lien privilégié entre une entreprise mécène et la Cato. C'était intéressant, les différentes contributions de nos mécènes qui exprimaient souvent la volonté de participer, d'exercer une influence sur nos activités, de prendre leur part à nos activités. Et puis pour la Cato, c'est pas par l'objet du mécénat, par le financement apporté par le mécène, mais c'est la possibilité de lancer, soit de conforter des activités, des projets, soit de lancer des activités nouvelles, des projets nouveaux
de l'innovation, finalement, c'est explorer des nouveaux espaces de liberté. Et c'est vraiment quelque chose qui caractérise notre projet depuis l'origine. Et l'existence d'un lien privilégié avec un mécène, ça nous oblige aussi. Ça nous oblige à nous rencontrer, à caler les objectifs du mécénat. Et finalement, ça renforce également le lien entre l'entreprise mécène et l'ACATO. Et ce lien entre l'entreprise et l'ACATO, il est essentiel au niveau de l'Université catholique de Lille, qui, depuis l'origine, a une proximité particulière avec le tissu des entreprises. Et donc, le mécénat, il y a bien sûr l'objet spécifique du mécénat, mais je pense que ça exprime quelque chose de beaucoup plus profond, qui est cette volonté de l'ACATO de travailler auprès des entreprises et de contribuer à sa manière au développement des entreprises. Didier Payon, vous qui coordonnez la fondation de l'ACATO de Lille, qui est concerné par le mécénat? Quelles en sont les motivations et les enjeux? J'ai envie de dire tout le monde. Comme le dit Patrick, nos premiers mécènes, c'était nos fondateurs. Camille Ferron-Vraud, Philibert Vraud, c'était des mécènes à titre particulier, et c'est grâce à eux, entre guillemets, des industries textiles, que l'ACATO existe aujourd'hui. Et aujourd'hui, des donateurs particuliers peuvent très bien intervenir, soit dans le cadre de l'impôt sur le revenu, soit dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière. Ensuite, les entreprises. Et c'est vrai qu'il est bon de noter et de rappeler que l'Université catholique a été la première université en France à faire du mécénat d'entreprise en 2000. Et c'est aussi grâce à la richesse et à la dynamique du territoire que l'ensemble des entreprises de cette région se sont mises derrière l'ACATO pour justement, et je reprends la formule de Patrick, c'est explorer de nouveaux espaces de liberté. Ça, c'est fondamental. Voilà. Donc et les motivations, elles sont nombreuses. C'est d'abord servir la jeunesse, servir cette jeunesse qui veut refaire le monde, servir le territoire, et puis servir plus globalement la société. Et je pense que ça, c'est important par rapport à la volonté et à l'ambition des entreprises qui s'investissent derrière nous. Merci Didier, merci Patrick. En quoi le soutien des mécènes, des donateurs est-il utile et nécessaire? Comment cela se traduit concrètement? Nous sommes allés à la rencontre de bénéficiaires. J'ai reçu la bourse au mérite en décembre dernier, donc pendant ma deuxième année de licence. Je suis actuellement étudiante en master comptabilité contrôle audit et j'ai bénéficié de la bourse au mérite de la part de la fondation de l'ACATO. J'ai été engagée dans plusieurs associations au cours de mes études. J'ai fait partie de l'armée au salut où je donnais des cours de français aux sans-abri et aux réfugiés. Et j'ai fait partie de différentes associations dans mon école et en dehors. ESPOL Défense, une des associations, et les jeunes européens. Et puis j'ai obtenu des résultats assez bons pour qualifier pour cette bourse. Enfin, j'y étais éligible, il fallait faire partie d'une association. Donc j'étais présidente d'une association des étudiants roubaisiens. Et puis il fallait être parmi les 10% les meilleurs de notre promotion. Du coup, j'étais troisième de ma promo. J'ai eu 1 000 €. En fait, c'était par rapport à notre échelon de bourse. Oui, c'était le troisième critère. Alors cette bourse de 750 € m'a permis de partir en Erasmus à Almeria, en Andalousie, en Espagne, pendant 4 mois. Et ça m'a permis de vraiment pouvoir vivre que de cette bourse et de la bourse Erasmus. Et de vraiment pouvoir retirer un poids financier à mes parents. Alors moi, j'ai pu en fait quitter le domicile de mes parents. Donc j'ai pris un appartement le mois suivant en fait l'attribution de cette bourse qui m'a permis de m'installer seule et de payer le mois de caution et mon premier loyer d'appartement. Et c'était inattendu. Sans cette bourse, j'aurais sûrement travaillé pendant mon Erasmus pour compléter les revenus. En fait, chez moi, c'était assez bruyant. Et les week-ends, surtout quand il y a les rendez-vous de famille, etc., c'était pas évident de réviser. Et c'est vraiment le week-end où on se doit de réviser en tant qu'étudiant. Et puis, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de calme et d'être plus à l'aise au niveau de mes révisions. Ça m'a permis de vraiment vivre une expérience dans la culture et en rencontrant et en étant pouvoir vraiment profiter sans inquiétude financière. J'aimerais devenir expert comptable, donc continuer vers le doctorat. Aujourd'hui, je suis en licence 3 de sciences politiques européennes à ESPOL et je vais m'orienter vers le domaine de la solidarité internationale ou des études sociales.
Bonjour Raphaël Soleil. Bonjour Julien. Raphaël, vous êtes directrice déléguée au mécénat à la Fondation Lakato depuis 4 ans. Selon vous, c'est quoi être mécène de l'Université catholique de Lille ? Alors, être mécène de la Fondation de Lakato de Lille, je dirais que c'est avant tout intégrer une grande communauté. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 40 mécènes qui soutiennent la Fondation et à travers elle, tous les projets dont on a pu parler pendant l'émission. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 20 projets que soutient la Fondation. C'est une communauté qui est très disparate. Il y a des entreprises de toute taille, des entreprises de tous les secteurs d'activité. Il y en a qui ont un rayonnement régional, d'autres un rayonnement international. Il y en a qui nous soutiennent depuis très longtemps. Je crois que la plus ancienne nous soutient depuis plus de 20 ans. Et puis la famille s'agrandit toujours et on a la chance d'accueillir toujours de nouveaux mécènes. Alors c'est l'occasion pour moi de souhaiter particulièrement la bienvenue aux nouveaux mécènes de la Fondation de Lakato. Bienvenue et merci. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on a eu la chance d'accueillir un peu plus d'une dizaine de nouvelles entreprises. Alors cette communauté, c'est une communauté qui, si j'ose le mot, est exigeante, c'est-à-dire qu'intégrer la communauté des mécènes, c'est être prêt au partage d'expériences, au partage de rencontres, au partage de pratiques. Alors on essaie au niveau de la Fondation de multiplier les occasions de rencontres, que ce soit entre les entreprises, que ce soit entre les entreprises et les experts de Lakato, que ce soit avec les étudiants. À travers des déjeuners thématiques, à travers des voyages apprenants, à travers des projets qui sont développés par les étudiants au sein des entreprises. Et puis voir comment l'université a pu répondre à un certain nombre de défis, quitte parfois à se laisser un peu bousculer. Je me souviens qu'on avait reçu une équipe dirigeante d'une entreprise à Humanicité, on en a parlé dans les reportages, et quelques jours après, on reçoit un message de l'équipe dirigeante qui s'était réunie en comité de direction l'après-midi. Et le directeur nous écrit écoutez, merci parce qu'en voyant la part que vous avez prise, vous, dans la société, pour la première fois en comité de direction, on s'est posé cette question. Quel est notre rôle, nous, entreprise, pour la société ? Jamais en comité de direction, on avait pris le temps de cette question. Et après cette visite, on l'a fait. Donc, merci. Donc, c'était une belle histoire. Et puis, il y en a plein d'autres comme ça. Et puis, bien sûr, être mécène de la Fondation, c'est se rapprocher des étudiants d'une manière un petit peu différente. Alors nous, on essaie de resserrer au maximum les liens entre les entreprises et les responsables pédagogiques des formations pour que les rencontres soient les plus pertinentes possibles et que les profils qui soient sélectionnés par les entreprises ou que les étudiants puissent sélectionner les bonnes entreprises soient le meilleur possible. Mais c'est aussi aller à la rencontre des étudiants à travers des actions de solidarité, à travers le soutien à l'entrepreneuriat étudiant, à travers l'entrepreneuriat plus classique, à travers tous ces projets qui peuvent être développés par les différentes écoles. Donc voilà. Alors ma réponse n'est pas très précise, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas une seule façon d'être mécène de la Fondation. Je crois vraiment qu'à chaque entreprise, il y a une façon d'être mécène. Par contre, il y a un point commun à toutes ces entreprises qui sont mécènes aujourd'hui, c'est leur fidélité. Et il est vrai qu'on l'a vu en particulier avec la crise sanitaire, aucune ne nous a lâchés. Et il y en a même de nouvelles qui se sont engagées. Et pour celles pour lesquelles c'était un peu plus compliqué, eh bien elles ont quand même pris leur part et elles nous ont soutenus comme elles le pouvaient. Et pour ça, merci. Merci parce que sans elles, tout ce qu'on a vu ne serait pas possible. Et de fait, cette part prise par les entreprises, c'est une réalité au quotidien. Encore l'année dernière, on a financé pour un peu plus d'1,5 million de projets grâce au soutien des entreprises et des particuliers également. Aujourd'hui, on est à peu près à la moitié de la campagne. On est dans les objectifs. Voilà, donc on avait un objectif de 12,5 millions de collecte sur les 5 ans. Eh bien, on les atteint. C'est pas simple tous les jours, mais parce qu'il y a la crise. Mais malgré tout, elles sont là. Et pour ça, vraiment, merci. Merci beaucoup, Raphaël Soleil. Les rencontres des entreprises mécènes en direct de l'Université catholique de Lille avec Jean-Claude Thirier, président du conseil de surveillance de la Fondation Lakato de Lille depuis juin cette année. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Julien. Vous êtes surtout entrepreneur. Pourquoi vous êtes-vous engagé aux côtés de la Fondation Lakato de Lille ? Alors effectivement, je suis entrepreneur. J'ai dirigé des entreprises longuement et longtemps.
Et en fait, en même temps, j'ai été appelé ici à la Cato depuis peut-être presque 20 ans. J'étais notamment président de l'ICL pendant 13 ans. Donc voilà, je suis en fait quelque part entre l'entreprise et ici, entre ici et l'entreprise. Donc quand j'étais appelé à être président de la fondation, je me suis dit, c'est tout naturel. Quel intérêt une entreprise a-t-elle à s'engager auprès de l'université ? Alors, je ne sais pas, vous avez tous entendu tous ces mots forts qu'on a entendus ce matin. Et il y a des mots qui me reviennent encore. Cet humanisme, les valeurs, l'énergie, tout ça au sein de cette transition. On vit aujourd'hui dans une transition que personne n'avait prévue il y a quelques années. Si bien que tout à l'heure, quand on a dit il faut s'adapter, il faut être réactif, je crois que les entreprises ont tout intérêt, avec nous, à aller plus loin dans leur développement, aller plus loin dans leur remise en cause, aller plus loin dans leur innovation. Et je pense qu'une entreprise seule ne pourra pas y arriver. Et je pense que même nous, sans les entreprises, on ne peut pas y arriver. Donc il y a une espèce de connivence nécessaire entre les entreprises et nous. Et j'espère que la Fondation va pouvoir faire et continuer à faire avec Didier ce pont que l'on fait déjà depuis plus de 20 ans. Jean-Claude, qui et comment peut-on s'engager auprès de la Fondation La Cato de Lille ? Alors qui ? Didier est là, je suis là, tout le monde est là, Patrick est là, Thérèse est là, Thierry est là, on est tous là, et bien entendu à écouter les entreprises et à chercher avec elles. Moi, ce qui me paraît important, tous les jours, depuis que j'étais nommé président, je me dis, qu'est-ce que les Féronvreaux auraient fait aujourd'hui s'ils étaient encore de ce monde ? Probablement qu'ils ne reconstruiraient pas des murs aussi puissants que ceux que l'on a aujourd'hui. Mais peut-être qu'ils investiraient davantage encore sur les valeurs, davantage sur la colonne vertébrale qu'on a entendue tout à l'heure. Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Au moment où tout le monde perd ses repères, je pense qu'ici, on est capable de les retrouver ensemble. Merci beaucoup Jean-Claude Thiriet. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez laisser un message, on ouvre désormais le chat. Ça se passe dès maintenant sur Zoom. Il restera ouvert après l'émission pour vous permettre de vous exprimer. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour les rencontres des entreprises mécènes. Merci beaucoup, Mégane Marsotto. Merci Julien et merci beaucoup à toutes et à tous et passez une excellente journée. Et merci à toute l'équipe. J'en profite pour remercier David Frémy et Laurent Godin à la réalisation, Timothée Deglave à la technique et à TD. Et puis, vous allez forcément en parler, Didier, mais moi je remercie également Diane, avec qui on a préparé cette émission et avec qui on a eu beaucoup de plaisir à travailler. Tout à fait. Je trouve ce qui était très intéressant dans ces rencontres, c'est les transitions dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire la transition écologique, la transition numérique, et comme tu l'as très bien dit, Jean-Claude, quelle est la question de la part d'humanité que nous mettons dans toutes ces transitions. Et c'est vrai qu'au travers du projet de Patrick, notre université, une chance au cœur des transitions, on a pu le voir au travers de tous les projets, on est complètement en lien total sur ces connexions, et c'est pour ça que ça justifie complètement notre relation avec le monde économique, avec le territoire et avec les étudiants. J'ai envie de résumer 2 mots. Merci et à bientôt. Merci. D'abord, merci à tous nos mécènes qui nous accompagnent tous les jours. Merci à tous les mécènes qui se sont prêtés au jeu de la vidéo. Et vraiment, merci. Merci à tous les intervenants, tous les enseignants, tous les chercheurs, tous les collaborateurs, tous les soignants qui travaillent au quotidien pour le projet de cette université. Et on l'a vu, il y a une passion qui nous anime au quotidien. Merci aux étudiants, aux jeunes qui sont acteurs, entre guillemets, du monde de demain. Et ça, je pense que c'est ceux qui nous animent tous les jours. C'est vrai que Patrick le disait, quelle joie de les retrouver depuis 4 semaines. Quelle joie de voir cette énergie. Merci à Raphaël et France qui œuvrent tous les jours à ces partenariats. Parce que chaque relation avec un partenaire est unique. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Merci à ceux qui ont préparé. Et c'est vrai que le format était nouveau. Et merci à toi, Julien. Merci à Diane et à Margot qui nous ont vraiment extrêmement bien préparé, cadré, organisé cette rencontre. Et vraiment, ça, merci. Merci à toutes tes équipes. Voilà. Et à bientôt. À bientôt, c'est certes, on note la date du 23 juin 2022. Mais surtout, comme vous avez pu le voir, il faut aller sur le terrain. Il faut aller rencontrer les acteurs, rencontrer tous ces projets. Et c'est pour ça, n'attendons pas le 23 juin pour venir à la Cato. Contactez-nous, on vous organisera des rencontres avec les projets, des rencontres avec Patrick, Thérèse et Thierry. Et c'est aussi ça un partenariat, c'est comment on le travaille au quotidien, tous les jours. Voilà. Donc à très bientôt, à très vite et belle journée. Merci.